La guerre a-t-elle déjà commencé? Des forces spéciales anglaises et américaines seraient déjà en action en Irak et les boucliers humains commencent à quitter Bagdad. Dans ce journal, un entretien avec Colin Powell. Nos forces ne pourront pas rester longtemps dans le Golfe à ne rien faire, dit-il. Des renforts de police à Nîmes. La nuit dernière, le quartier Pisevin a été le théâtre de violents affrontements après la mort d'un adolescent tué par les gendarmes lors d'une course-poursuite. La prison fait sa publicité. La première campagne télévisée de recrutement de surveillants va démarrer demain. Objectif, embaucher 10 000 personnes en 5 ans. Nous irons au Salon de l'Auto à Genève qui s'est ouvert aujourd'hui dans un climat morose marqué par la baisse des ventes. Les constructeurs sont très prudents. Rugby, les jeunes prennent le pouvoir après François Gelès. Dimitri Yachvili, 22 ans, est titularisé pour la première fois face à l'Irlande au poste de demi de mêlée. Ce sera samedi prochain et il sera avec nous. Félicitations, bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir. Enfin, les 50 ans d'une idée qui a changé la lecture, le livre de poche, 18 millions d'exemplaires vendus chaque année. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, le voyage de Jacques Chirac en Algérie, suite et fin, et quelle journée encore. Le président de la République était à Oran, la ville compte à peu près 1 million d'habitants et plus des 2/3 d'entre eux étaient descendus dans les rues. Véronique Saint-Olive, Didier Rancoeur, sur place. Oran a voulu faire aussi bien qu'Alger. Ce matin, dans une chaleur estivale, ils sont des centaines de milliers agglutinés derrière des barrières ou accrochés aux arbres pour tenter de voir et de toucher Jacques Chirac. 1 heure de bain de foule festif avec musique mêlée et tirs de mousqueton assourdissants. Le président Bouteflika tente d'en prendre sa part, mais c'est Bernadette Chirac qui accomplit la prouesse. Aux côtés de son mari, elle tient la distance et salue la foule. Des retrouvailles en forme d'espoir pour beaucoup. Maintenant les Algériens, ils sont nés en France, c'est nos enfants, c'est notre deuxième pays. Donc on a oublié, on tourne la page et on construit ensemble l'avenir. Mais les temps sont durs en Algérie, alors l'attrait de la France est fort. Pourtant, le président de la République préfère parler d'aide aux réformes sur place que de multiplication des visas. Autre accueil enthousiaste à l'université. Devant les jeunes, Jacques Chirac a réfuté l'idée d'une confrontation entre l'islam et le christianisme et s'est opposé encore et encore à la guerre en Irak. La guerre est toujours un aveu d'échec, avec toujours des conséquences désastreuses, qui peut de surcroît allumer de nouveaux brasiers et renforcer le camp de la haine et de l'obscurantisme. Dans cette vision, l'Algérie et la France se rejoignent parfaitement. Tout au long de ces 3 jours, Jacques Chirac n'a cessé de plaider pour le respect des peuples. Alors au-delà du rapprochement entre la France et l'Algérie et à la veille d'une probable guerre en Irak, ce message lancé à partir d'un pays musulman peut aussi marquer la position de la France sur la scène internationale. La crise irakienne, précisément, avec ce soir encore le sentiment d'un compte à rebours. Dernier signe visible, le reflux des boucliers humains. Cet autobus rouge à 2 étages était arrivé à grand renfort de publicité dans la capitale irakienne il y a une quinzaine de jours. Eh bien, il a repris le chemin de la Grande-Bretagne. Motif, beaucoup des militants pacifistes à bord estiment que la situation est devenue trop dangereuse. Ils auraient reçu un ultimatum des autorités irakiennes qui leur demandent de protéger des sites stratégiques. Envoyés spéciaux à Bagdad, Maryse Burgot, Jean-François Renoux. Si les Américains attaquent, cette tour de télécommunications de Bagdad sera l'une de leurs premières cibles. Objectif, couper la capitale irakienne du reste du pays. Or, c'est ici que quelques pacifistes radicaux ont décidé de s'installer. Enfin, ce sont plutôt les autorités irakiennes qui leur ont fortement conseillé cet endroit à haut risque. Le régime de Bagdad offre ici le gîte et le couvert. Dans un dortoir improvisé, ces boucliers humains expliquent qu'il y a 2 jours encore, ils étaient confortablement installés à l'hôtel. Mais depuis, un responsable irakien leur a demandé de passer à l'acte. Il a simplement demandé si vous voulez aller dans les sites, comme le dit votre organisation, est-ce que vous pourriez prendre votre décision maintenant ? En clair, les autorités n'acceptent plus les aimables manifestations de ces pacifistes dans les rues de Bagdad ou les palabres sans fin dans les hôtels. Elles souhaitent que ces boucliers humains aillent sur les sites ou quittent le pays. Le coordinateur du groupe est un ancien Marines américain. Il confirme qu'une quarantaine de boucliers ont du coup préféré quitter l'Irak.
Je ne sais pas combien vont partir, mais plus on s'approche de la guerre, plus c'est une expérience effrayante. Certains ne vont pas supporter cette pression et c'est compréhensible. Cette raffinerie de Bagdad accueille une trentaine de boucliers humains. Pour l'instant, il reste. Les Américains possèdent évidemment, grâce aux satellites, des plans très précis de la ville de Bagdad. Ils connaissent exactement les emplacements des sites politiques, militaires et économiques qu'ils bombarderont en cas de guerre. Et il ne fait aucun doute que cette raffinerie de pétrole en fera partie. Oui, mercredi dernier, un responsable militaire américain avait averti que les boucliers humains couraient dorénavant un danger. Alors, les opérations ont-elles déjà commencé? C'est en tout cas ce que rapporte la presse britannique. Selon elle, plusieurs milliers d'hommes des forces spéciales opèrent déjà en territoire irakien, notamment pour protéger les puits de pétrole. Martine Laroche-Joubert. La guerre a-t-elle déjà commencé? Affirmatif, d'après le Daily Telegraph ce matin, le titre « Nos troupes sont déjà en Irak ». Pour preuve, plusieurs milliers d'hommes des forces spéciales américaines, australiennes et britanniques opéreraient déjà sur le sol irakien. Leur centre de commandement, le Qatar. Leur base, la Jordanie, le Koweït, la Turquie et bien sûr le Kurdistan irakien qui échappe au contrôle de Bagdad. On y devine ici des hommes des forces spéciales en convoi. Des forces qui ont des missions différentes. Les SAS britanniques d'abord, ils seraient quelques centaines se déplaçant par petits groupes de 3 à 15 hommes au plus. Leur rôle, repérer et détruire les missiles mobiles, les Scud. Vérifier sur le terrain que les cibles prises par photosatellite ne soient pas des leurs, guider les avions sur des cibles prédéterminées. Enfin, localiser les positions de l'armée irakienne, une mission de renseignement essentiellement. Autre objectif, autre méthode pour les forces spéciales américaines, notamment les commandos Delta. Ils opèrent en groupe plus massif, pas trop loin de leur base, avec des missions plus spécialisées. En Irak, ils sont d'abord chargés de sécuriser les puits de pétrole qui seraient susceptibles d'être mis à feu par les Irakiens en cas d'attaque. En action, pour préparer l'intervention des forces conventionnelles, plus de 300 000 hommes. Oui, un 6e porte-avions américain, le Nimitz, a effectivement appareillé. 60 000 hommes, par ailleurs, ont été mobilisés, qui s'ajouteront aux 225 000 déjà sur place. Mais l'armée américaine peut-elle se passer d'un feu vert turc pour déployer ses troupes? Oui, nous déclare ce soir Colin Powell, le chef de la diplomatie américaine, a accordé une interview à notre correspondant à Washington, Étienne Lénard. Nous sommes prêts à faire ce qui est nécessaire sur le plan militaire si on doit en arriver là. Et même si le vote turc nous a déçus, je peux vous assurer que nos plans sont suffisamment flexibles pour nous adapter à cette décision du Parlement turc. Évidemment, il est impossible de garder une force comme la nôtre, aussi importante, assise à ne rien faire pour longtemps dans la région, comme certains l'ont suggéré. Et ce n'est pas la bonne solution de toute façon d'avoir cette armée qui attend. La bonne solution, c'est que Saddam Hussein coopère, qu'il désarme. S'il désarmait, notre armée s'en irait, mais jusqu'ici, il n'a pas fait ce choix stratégique. Pensez-vous obtenir une majorité en faveur de votre résolution s'il y a un vote la semaine prochaine à l'ONU? Comme vous le savez, nous discutons avec nos amis du Conseil de sécurité et en cas de vote, nous sommes de plus en plus optimistes sur notre capacité à persuader la plupart des membres du Conseil de voter en faveur de la résolution. Évidemment, certains membres permanents du Conseil de sécurité peuvent utiliser leur droit de veto. La France devra décider comment elle se comporte face à cette résolution. La France est une nation souveraine et je comprends les préoccupations des gens face à une guerre. Nous ne voulons pas d'une guerre, mais nous savons aussi que s'il n'y avait pas eu de menace de guerre, rien n'aurait changé en Irak depuis 4 mois. L'essentiel des troupes, vous le savez, est massé au Koweït. Si les hostilités sont déclenchées, beaucoup de soldats franchiront la frontière avec l'Irak par la principale route goudronnée, on l'appelle la route 80. Ambiance sur place avec nos envoyés spéciaux dans l'Émirat, Claude Samper, Patrick Desmully. Bienvenue sur la route 80 qui relie Koweït City à la frontière irakienne. Il y a quelques mois encore, on pouvait apercevoir ici des convois de chameaux. Aujourd'hui, on ne rencontre que des chars et des centaines de véhicules militaires qui filent vers le nord.
Les 120 km de la route 80 appartiennent désormais aux forces américaines et britanniques. Dès le début de la route, à la sortie de Kuwait City, l'accès est sévèrement limité, réservé aux soldats et aux camions de fourniture. La police vérifie qu'il n'y a pas d'armes ou d'explosifs dans ces camions civils. Je suis très content de voir ces soldats américains, nous dit le chef de la police. J'espère bien qu'ils vont y aller. Quand on s'avance vers le nord, on aperçoit au loin quelques puits de pétrole. Au-dessus de nous, quasi en permanence, différents hélicoptères de transport de troupes ou de combat. De chaque côté de la route, on aperçoit au loin les camps militaires américains ou anglais. Le paysage change tous les jours avec la création à la hâte de ces campements. À l'heure actuelle, il y a 111 000 soldats américains et 28 000 britanniques. La plupart dorment sous la tente. Les plus chanceux ou les plus gradés auront peut-être droit à une petite maison. Au kilomètre 90, le seul resto du coin envahi par des soldats koweïtiens qui ne cachent pas leur hostilité contre Saddam Hussein. Saddam, dit celui-ci, c'est un criminel de guerre, il faut l'abattre. Les Américains doivent attaquer, dit son copain. On attend cela avec impatience. Avant d'arriver à la frontière, nous devons laisser passer un nouveau convoi de chars. Chaque jour, de nouveaux renforts de troupes arrivent ici et ils s'enfoncent à chaque fois de plus en plus loin dans le désert. C'est ici que s'achève la route 80. Derrière ces grilles commence ce qu'on appelle la DMZ, la zone démilitarisée qui sépare le Koweït et l'Irak. Une zone de 4 ou 5 km de large où patrouillent en permanence des observateurs des Nations Unies. Si les Américains et les Anglais décident d'envahir l'Irak, ils traverseront forcément cette zone et les observateurs des Nations Unies ne pourront strictement rien faire. Et on passe maintenant de la frontière sud de l'Irak au nord du pays, dans la zone qui échappe au contrôle de Bagdad. Les combattants kurdes, ceux qu'on appelle les Peshmerga, se préparent eux aussi à la guerre. Mais vous allez le voir, on est très loin des soldats suréquipés des armées américaines et britanniques. Sur place, Vincent Nguyen, Gilles Jacquier. La guerre peut-être touchera bientôt le Kurdistan irakien. Alors au bazar d'Erbil, des militaires viennent s'équiper dans les boutiques spécialisées. De nouvelles Rangers pour cela, des uniformes neufs pour d'autres. Le tailleur croule sous la demande. Les Peshmerga, les soldats kurdes, ne veulent pas se battre en habits dépareillés. Ils combattront tout ennemi qui entrera au Kurdistan. Ils n'attaqueront personne, mais ils sont prêts à nous défendre. Mais contre qui au juste? Le principal ennemi pour ce Peshmerga, c'est la Turquie, qui selon lui pourrait profiter du conflit pour envahir le Kurdistan. Si je n'ai plus de balles, je mettrai ça au bout de mon fusil et je me battrai contre les Turcs jusqu'au bout. L'autre menace, c'est évidemment Saddam Hussein, qui dans le passé a déjà utilisé l'arme chimique contre les Kurdes. Mais les masques à gaz qu'on trouve ici sont tout juste bons à amuser les gamins. Ils proviennent d'Amérique, d'Iran ou des surplus irakiens et datent au mieux de la dernière guerre du Golfe. Des produits périmés de 5 à 35 € pièce tout de même. Reste le masque artisanal, mais l'efficacité de cette capuche bricolée est plus que douteuse. Ça contient du sel et du charbon. Puisqu'aucun pays ne nous envoie des masques, on les fait nous-mêmes. Les gens d'Erbil ignorent d'où viendra le danger et qui sera leur ennemi en cas de conflit. Saddam, les Turcs, les deux peut-être. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il faut être prêt pour une éventuelle guerre. Autre foyer de tension, la Corée du Nord. On a appris aujourd'hui qu'un incident aérien s'était produit dans la nuit de samedi à dimanche entre un avion espion américain de ce type et 4 avions de combat nord-coréens qui se sont livrés à une action d'intimidation encadrant l'appareil pendant 22 minutes. Les États-Unis indiquent qu'ils vont adresser une protestation officielle. Les Américains visés également par cet attentat aux Philippines. Une bombe a dévasté l'aéroport de Davao, principale ville du sud du pays. Dernier bilan, 20 morts, dont un Américain, et 146 blessés. Du TNT était dissimulé dans un sac à dos placé au milieu de dizaines de personnes dans le hall de l'aéroport. C'est l'épisode le plus meurtrier de ces dernières années dans cette région où la guérilla islamiste fait régulièrement parler d'elle et où le déploiement d'un contingent américain est prévu cet été. L'actualité en France, les appels au calme se multiplient, mais la situation reste tendue dans le quartier Pisevin à Nîmes après une nuit d'échauffourée entre une cinquantaine de jeunes et les forces de l'ordre. Le week-end dernier, je vous le rappelle, un adolescent de 17 ans soupçonné de vol avait été tué par les gendarmes lors d'une course-poursuite. Karine Alazaï, Yannick Aroussi, Pascal Ponce. Trop de tensions contenues et soudain la cité de Pisevin explose. Hier soir à Nîmes, une soixantaine de jeunes a jeté des pierres sur les pompiers et les CRS. 6 voitures ont été brûlées et 2 vitrines brisées. La mort d'un adolescent du quartier voisin de Val-de-Gour,
soupçonné de vol et tué dimanche par un gendarme, est perçu ici comme une bavure. Pour les habitants du quartier, cet accès de violence est regrettable, mais prévisible. Ces jeunes, ils sont en difficulté, ils n'ont aucun repère, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont rien du tout. Moi, si j'avais 20 ans, je ne ferais pas avec eux. Tout au long de la journée, les proches de la victime et les associations ont sillonné le quartier et tenté d'apaiser les esprits. Pour la famille, l'heure est au recueillement. Et tout ce que je veux leur dire, c'est qu'il faut qu'ils se calment. Je fais que ça, toute la journée, je fais que ça. Je tourne dans le quartier, je leur dis de se calmer, on fait que ça. On fait que ça, et tout ce que je vais leur dire, c'est qu'il faut qu'ils se calment. Il est mort, ça y est, il est parti. Le corps de Mourad devait être rendu au sien en début de soirée. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances de son décès. A priori, cette autopsie permet de conclure dans l'immédiat que ce projectile a touché quelque chose avant d'atteindre la tête du jeune mineur. Un grand rassemblement a lieu en ce moment même dans la cité. Des bougies seront allumées en signe de deuil. Tous espèrent éviter ainsi une nouvelle flambée de violence. Et selon leur commandant de groupement, les 2 gendarmes qui ont tiré sur l'adolescent n'ont pas commis de faute. Déclaration à l'agence France Presse. Vous vous souvenez peut-être du film Les Ripoux. Eh bien cette fois-ci, il pourrait s'agir d'un cas tout à fait réel. 4 policiers sont ce soir en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir rendu des services, entre guillemets, aux propriétaires d'un bar de Drancy, près de Paris. Faux papiers ou certificats d'immatriculation, notamment. Zindine Boudaoud, Joseph Bachtik. Chez Nanar, les 4 policiers étaient comme chez eux. Aujourd'hui, ce bar de la banlieue parisienne est fermé et son gérant en garde à vue. C'est l'histoire d'une amitié très intéressée entre cafetiers et policiers. 2 gardiens de la paix du commissariat de Drancy, un 3e de Saint-Denis et un officier des renseignements généraux auraient rendu beaucoup de services au patron du bar. Des services illégaux, procès-verbaux détruits, obtention de titres de séjour. En échange de leur intervention, les fonctionnaires recevaient des cadeaux, parfums, foie gras, matériel informatique. Cette affaire embarrasse la direction de la police, mais aussi les syndicats. La police est un métier fait par des femmes et des hommes, donc la nature humaine n'étant pas parfaite, il peut de temps en temps avoir des dérapages. Néanmoins, je tiens à préciser, cette affaire a éclaté suite à des investigations effectuées par des policiers de terrain concernant des faits où sont impliqués d'autres policiers. C'est la preuve que la police nationale est un corps sain qui s'autorégule. Entendus depuis hier par la police des polices, les 3 agents et l'officier pourraient être mis en examen par un juge de Bobigny dès ce soir. Mais l'enquête n'est pas close, d'autres têtes pourraient tomber. À Marseille, la relaxe de 4 contrôleurs de bus. Ils étaient soupçonnés d'avoir accusé à tort un contrevenant de les avoir agressés. On en avait parlé ici même, mais sur la foi d'un témoignage anonyme et du film d'une caméra de surveillance, des policiers les ont confondus. Le tribunal a cependant estimé que le fraudeur, qui avait un casier judiciaire chargé, aurait dû avoir un comportement exemplaire pendant le contrôle. Relax donc pour les 4 hommes. L'université mène à tout, y compris apparemment au trafic de drogue. La brigade des stupéfiants a ainsi mis au jour un réseau de revendeurs tranquillement établi à l'université Paris 3 autour d'un étudiant inscrit tout à fait régulièrement. Quelques 2000 cachets d'ecstasy ont tout de même été écoulés. Hervé Guéquière, Philippe Turpot. Les dealers avaient pris leur quartier ici, à la cafétéria de la faculté Censier. Mais depuis 5 mois, ils étaient dans la ligne de mire de la brigade des stupéfiants. Discrètement observés par des officiers de police, à la demande du président d'université. Pour de nombreux étudiants, l'affaire n'est pas vraiment étonnante. On trouve beaucoup de gens qui squattent un peu les cours n'importe comment. Donc voilà quoi. Là, juste là, on avait un cours magistral là, et puis il y avait des jeunes qui venaient fumer leurs joints tranquillement quoi, sans que ça dérange personne quoi. Les dealers proposaient cannabis, ecstasy, cocaïne et même du GHB, un hallucinogène baptisé la drogue des violeurs. Âgés de 18 à 29 ans, ils rôdaient toute la journée à la fac. Beaucoup habitaient le quartier comme ce garçon qui les fréquentait régulièrement. C'est vrai qu'il faisait certaines choses répréhensibles, mais bon, c'est pas un trafic, c'est pas un si gros trafic que ça. Ça fait des années qu'on vient ici. On est tous du quartier, voilà, on vient ici, on passe du bon temps, il y a des filles. Voilà. 2000 cachets d'ecstasy ont été vendus en quelques mois à Censier, essentiellement en provenance des Pays-Bas. Apparemment, c'est la première affaire de cette envergure, même si ce n'est pas encore une fact connection, mais c'était une affaire quand même assez importante, puisqu'il y avait 15 individus qui y travaillaient, il y avait plusieurs produits qui étaient dealés. C'est une première affaire, c'est peut-être pas la dernière. Les dealers travaillaient à flux tendu, la police n'a quasiment rien trouvé lors de ces perquisitions.
à l'exception notable de 11 000 €. En tout, 12 personnes ont été présentées au juge, dont 9 qui se retrouvent ce soir en prison. La prison, qui je vous le disais, fait sa pub. Elle recrute des surveillants, 10 000 nouveaux fonctionnaires en 5 ans. Et comme ça n'est pas facile, le ministère de la Justice lance une campagne à la télévision. Il faut casser l'image du maton, les dents serrées avec uniforme et matraque. Mathias Hillion, Pascal Caron. En fait, être surveillant de prison, c'est bien évidemment assurer la sécurité de tous. Mais c'est aussi savoir écouter, comprendre, anticiper. C'est veiller sur les détenus tout en préparant au mieux le moment où ils sortiront. Un spot publicitaire, des gardiens de prison sportifs et souriants. Pour recruter, le ministère de la Justice emploie les gros moyens. La prison change, changez-la avec nous. Une vision idyllique, très éloignée du vécu des surveillants. Aujourd'hui, ce serait un tort de dire que dans les prisons françaises tout va bien. Tout va mal aujourd'hui parce qu'il y a trop de détenus et les prisons sont vieillissantes et les personnels ne sont pas en nombre suffisant. Des surveillants débordés, dernier exemple en date à la centrale de Clairvaux. Des dizaines de détenus mettent le feu à leur matelas et se mutinent. Il faudra l'intervention d'une compagnie de CRS pour rétablir l'ordre. Le résultat d'une surpopulation carcérale flagrante. En un an, le nombre de détenus a fortement augmenté, passant de 50 000 à plus de 56 000 détenus pour seulement 47 000 places. Une hausse que les syndicats de magistrats attribuent à la politique sécuritaire du gouvernement. À partir du moment où les services de police, sur instruction du ministère de l'Intérieur, arrêtent des personnes, en mettent plus en garde à vue et en font présenter plus devant les juges des libertés, on aboutit forcément à une augmentation du nombre des détentions. Une situation d'urgence que le ministère de la Justice compte régler en 5 ans. C'est le temps qu'il faudra pour recruter puis former 10 000 nouveaux surveillants. Alors, qu'en pensent les jeunes recrues, ceux qui viennent d'entrer dans le métier? Exemple avec ce surveillant qui a commencé il y a 6 mois dans la 2e prison de France, la maison d'arrêt de Fresnes. Yann Fronty, Yann Moine. En prison, quand on est surveillant, la journée débute toujours comme ça. C'est l'appel, la tournée des cellules pour vérifier que tout se passe bien. Vous avez des rapports avec les détenus à ce moment-là? Tout à fait, des rapports de sympathie, on pose des questions d'ordre pénal, pour des sorties, pour du sport. 3e division, prison de Fresnes, la 2e maison d'arrêt de France par sa taille. Jérôme, il débute dans le métier. Je laisse la porte ouverte, vous connaissez le chemin, il vous attend en bas au rez-de-chaussée. Voilà 7 mois qu'il surveille ses coursives. Et s'il a choisi la pénitentiaire, c'est par goût de l'uniforme, mais aussi et surtout pour le statut de fonctionnaire. J'ai travaillé 8 ans dans le privé, j'ai bourlingué comme on dit, d'une boîte à l'autre, j'ai connu le chômage technique, puis j'en avais dans la casquette. Alors, il a opté pour ce concours de la fonction publique, niveau BEPC requis. Ici, il travaille en alternance de jour comme de nuit, sa priorité, la sécurité. Quand même très rigoureux et méticuleux et dans le travail, oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut, parce que s'il n'y a pas une certaine hiérarchie, un certain encadrement, une certaine forme de travail à suivre, je pense qu'on se mettrait nous-mêmes en danger au quotidien. Ni vocation ni passion au départ, Jérôme découvre le métier sur le tas. Une expérience enrichissante à ses yeux, humainement en tout cas. Financièrement, il gagne 1 200 € par mois. Le débat autour des charters au lendemain de la reconduite de 54 ressortissants ivoiriens et sénégalais, le MRAP, a rassemblé quelques 300 personnes à Paris. Un peu plus tôt, Nicolas Sarkozy, interrogé à l'Assemblée, a voulu assumer et justifier sa décision. Loïc Delamornay, Bernard Connor. Environ 300 personnes pour dénoncer ce qu'elles appellent les charters de la honte. La foule est clairsemée, il s'agit essentiellement de militants du MRAP et d'associations de sans-papiers, ainsi que de quelques personnalités. Pendant que M. Chirac tient des propos lénifiants sur les problèmes des pays pauvres, en ce moment en Algérie, ça c'est côté jardin, et côté cour, on voit M. Sarkozy qui mène une politique que M. Le Pen ne renierait absolument pas. Hier, l'arrivée des expulsés à l'aéroport d'Abidjan avait été houleuse, dans un contexte de relations franco-ivoiriennes déjà tendues. Mais aujourd'hui, Nicolas Sarkozy assume. La vérité, c'est que nous refusons l'immigration zéro, qui n'a aucun sens.
mais nous sommes décidés à appliquer la loi. Ceux qui n'ont pas de papier n'ont pas de vocation à rester sur le territoire national. D'autres vols du même genre devraient prochainement avoir lieu, toujours vers l'Afrique, mais aussi vers la Chine. Économie, la chronique des plans sociaux. Manifestation aujourd'hui d'une centaine de salariés du groupe textile Rouleau-Richard à Toulouse. 2 usines situées dans l'Aude et la Haute-Garonne sont menacées de fermeture. 143 emplois sont concernés. Et encore un clignotant qui passe au rouge. L'indice du moral des ménages mesuré par l'INSEE est passé de -22 à -26 en janvier. Ça ne vous dira peut-être rien, mais l'essentiel est de retenir que c'est son plus bas niveau depuis 5 ans pour le moral des ménages donc. Et on retrouve cette même morosité au Salon de l'Auto à Genève qui a ouvert ses portes aujourd'hui. C'est le grand rendez-vous annuel pour les industriels et les visiteurs. Sur place, Luc Bazizin, Claude Barny. Le Scénic version 2003 offre un nouveau regard. Et pour cause, Renault, comme la majorité des constructeurs, a besoin de faire les yeux doux à sa clientèle, quelque peu boudeuse depuis le début de l'année. La crise dans le Golfe n'explique pas tout. Certains veulent rester optimistes. L'expérience montre que la confiance, oui, peut revenir de façon rapide. Il y a en France aussi un autre facteur d'incertitude qui est les retraites. Et je pense que si sur ce dossier, la vision est claire, ce sera un élément important de retour de la confiance. Et pour connaître un avenir un peu plus fleuri, les constructeurs multiplient les nouveautés et les modèles qui marchent. Ici, un monospace compact de plus, le Touran de Volkswagen. Peut-être un remède au ralentissement du marché. Le mot ralentissement, il faut bien le relativiser. Le marché, même s'il est en recul de 8% depuis le début de l'année, il reste fort élevé par rapport au marché que nous avons connu ces 10, 15 et 20 dernières années. Et cela n'empêche pourtant pas certains constructeurs de flirter avec la démesure. Cette Cadillac embarque 1000 chevaux sous son capot. De son côté, l'allemande Porsche Carrera GT propulse ses occupants à plus de 300 km/h. Le Prestige, lui, semble ne pas avoir de limite. Les véhicules surpuissants et donc très gourmands en carburant ne manquent pas sur le marché de l'automobile. Des voitures de luxe qui pour le moment vont rester dans le domaine du rêve en attendant que la crise dans le Golfe soit passée. Et à propos de voitures, cette interpellation aujourd'hui sur l'autoroute entre Bâle et Mulhouse, à une heure de fort trafic, un automobiliste roulait à plus de 110 km/h tout en faisant des mots croisés. La grille était posée sur son volant, pas de chance, il a doublé une voiture banalisée de la gendarmerie. Santé, halte au grignotage dans le hall des lycées et des collèges. Depuis quelques années, les distributeurs de boissons et de confiseries se multiplient dans l'enceinte des établissements. Barres chocolatées, chips, sodas, la malbouffe fait des ravages à l'école à l'heure où la lutte contre l'obésité est une priorité. Le ministère veut donc limiter ces machines. José Blanc-Lapierre, Frédéric Delarue, Daniel Lévy. Ça commence par le petit biscuit fourré qui console des petits chagrins. Puis, plus tard, dans les couloirs du lycée, il suffira d'un geste pour retrouver les saveurs de l'enfance et surtout surmonter les coups de pompe. Car après 4 heures de cours d'affilée, comment résister à cet éventail de friandises, désormais à la portée de la main des lycéens? Sinon, je vais avoir un coup de barre si j'en prends pas. J'ai pas déjeuné ce matin et il faut que j'attende 1h30 pour manger, donc faut tenir, quoi. Ce que cette jeune fille ne sait pas, c'est qu'une barre chocolatée n'est finalement qu'un concentré de sucre, l'équivalent de 6 morceaux. Non, c'est vrai qu'il ne faut pas trop en manger. Si on en mange à la récré de 10 heures, à la récré de 3 heures, là on risque de grossir. C'est vrai que ça fait beaucoup. Les nutritionnistes les appellent les aliments plaisir, constitués de sucre rapide qui s'assimilent à toute vitesse. Vidés de toute calorie, ils sont sans intérêt nutritionnel et contribuent uniquement à la prise de poids. Ce qu'il faudrait, c'est garder certains de ces aliments, bien sûr, mais proposer également une pomme, des bananes, donc des fruits. Proposer également de l'eau, pas seulement de l'eau, qui est également de boisson, mais également de l'eau, des vrais jus de fruits, ce qui n'est même pas le cas là. Donc, beaucoup de choses à améliorer. Côté boisson, même mise en garde des médecins, qui démontrent qu'une consommation régulière de soda sucré augmente le risque d'obésité de 50% au bout de 2 ans. Un argument que semblent ignorer les fabricants. On nous dit, on vend dans les distributeurs automatiques des produits trop énergétiques comme les barres chocolatées, etc. Il est évident que ces produits existent par ailleurs dans le civil et que s'ils sont adoptés par les jeunes, ils en demandent effectivement dans les lycées aussi bien qu'ils en demandent à l'extérieur. Pas plus de 2 distributeurs par établissement, c'est la décision récente du ministre délégué à l'éducation.
Voilà, mais c'est aussi valable pour les lieux de travail. Alors, en ce qui concerne les enfants, regardez tout de même ces chiffres éloquents. Et il y a moins de 10 ans encore, en 1994, la consommation moyenne de sucre par enfant était de 29 kilos par an. Elle est passée à 39 kilos en 1999. L'environnement avec ce retour dont les Landes se seraient bien passées, celui des boulettes de fioul du Prestige. Image ici de la plage de Mimizan, touchée après 15 jours de répit. Aussitôt arrivé, aussitôt enlevé, 120 personnes ont participé au nettoyage. La belle histoire du jour, en fait, c'était samedi dernier, un avion de tourisme anglais pris dans la pluie et le brouillard était en perdition autour du Mans. Il a été repéré et ramené à bon port par un mirage de l'armée de l'air. Récit Olivier Galzi, Mathias Barrois, Jean-Yves Blanc. Cherchez l'erreur. Ce petit Cessna, c'est un peu aujourd'hui la fierté de l'armée de l'air française. C'est elle qui l'a sauvé. Son équipage est britannique et ce week-end, il n'est pas passé loin du pire. Il vous restait combien d'essence? À peu près 5 litres. 2,5 de chaque côté. 10 minutes de vol, pas plus. C'était chaud alors? C'est donc l'histoire d'un couple d'Anglais surpris par les nuages. Un plancher infranchissable qui s'est formé en dessous d'eux pendant leur vol. Le but de cette opération, c'était d'aider cet avion qui, en principe, n'a pas le droit de voler dans les nuages, à le faire traverser cette couche de nuages pour lui faire retrouver les bonnes conditions. Et au grand mot, les grands remèdes. En quelques minutes, un Mirage 2000 va escorter le petit avion. Comme en témoignent ces images d'archives, la mission est peu commune, mais déjà testée en exercice. Je l'ai guidé par la radio. Je n'étais pas capable de rester en place sur lui, donc je faisais des cercles autour de l'avion à cause de ma vitesse. On a trouvé un trou dans les nuages, vous voyez, on a pu descendre dans ce trou. Les nuages étaient bas, mais en volant en dessous des nuages, ça nous a permis d'arriver à bon port. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? À l'arrivée, le pilote m'a remercié chaudement parce qu'il ne lui restait pas beaucoup de carburant, il était un peu désespéré. Je ne crois pas que beaucoup de gens ont vécu une telle aventure. Vraiment, c'était très excitant. Et si c'était à refaire, vous le referiez? Très différemment, c'est sûr. En attendant, nos Anglais ont décidé de poursuivre leur route vers le Portugal, quand le temps le permettra. En bref, 6000 personnes évacuées à Rennes dans le quartier de la Gare, le temps de déminer une bombe britannique de 250 kg datant de la Seconde Guerre mondiale et exhumée lors de travaux de terrassement il y a une dizaine de jours. Elle a été neutralisée sans problème. Les personnes âgées de 2 maisons de retraite qui ont dû bousculer un peu leurs habitudes ont eu droit du coup à une sortie festive avec spectacle et casse-croûte. Même type d'engin trouvé à Calais par une drague qui ramassait la vase dans le port de la ville. Cette bombe de 260 kg d'origine américaine qui disposait encore de son détonateur. Elle sera déposée au fond de la Manche pour y être détruite. Sport rugby, la composition du 15 de France qui affrontera l'Irlande à Lansdowne Road samedi prochain. À suivre sur France 2, un seul changement mais de taille pour remplacer Fabien Galtier blessé au poste stratégique de demi de mêlée. Un jeune homme de 22 ans est titularisé pour la première fois, Dimitri Yachvili. Dimitri Yachvili qui est avec nous en direct de Marcoussis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous en tout cas, c'est confirmé, les jeunes prennent le pouvoir dans le rugby français. Christophe Duchiron, Frédéric Basile. À ma droite, demi-de-mêlée, Dimitri Yachvili, 22 ans, 2 sélections. À ma gauche, François Jolès, 24 ans, demi d'ouverture, 7 sélections. C'est donc une bande de jeunes qui constituera le tandem de meneur de jeu du 15 de France samedi face à l'Irlande. Et à ceux qui prétendent que ces Bleus manquent d'expérience, on objectera que l'expérience est souvent l'excuse des vieux. Ce matin à l'entraînement, Dimitri Yachvili s'est comporté comme un patron parce que c'est le poste qui veut ça. Il y a 10 jours face à l'Écosse, entrant en toute fin de match, il n'avait pas manqué d'audace en adressant un subtil coup de pied qui envoyait Rougerie à l'essai. Il ne manque ni de talent ni de caractère. C'est vous dire que chez les Bleus, personne ne craint le péril jeune. Il faut lui laisser le temps et certainement il fera des erreurs, mais certainement je suis persuadé aussi qu'il fera de bonnes choses, donc je ne suis pas inquiet. Yachvili en 9 et Jolès en 10, ce sera d'après les statistiques, au gré des blessures et des méformes passagères, la 14e charnière essayée par Bernard Laporte depuis 3 ans, ce qui est beaucoup. Mais après la Coupe du Monde, et si les petits cochons ne les mangent pas, Yachvili et Jolès, qui sait, ce sera peut-être une formule qui dure. Alors Dimitri Yachvili, est-ce que vous ne sentez pas un peu trop de pression sur vos épaules là, quand on a 22 ans et qu'on a une telle responsabilité? Non, ça va très bien. On a fait un très bon début de semaine. Tous les entraînements se passent très bien. Donc moi j'ai une entière confiance envers les joueurs, envers le staff, envers les entraîneurs. Donc pour l'instant ça va, la pression va monter petit à petit. Et les grands, les anciens, les plus anciens, ils sont sympas avec vous?
Oui, ça va. J'étais très bien accueilli dans cette équipe. C'est ce qui a pu me mettre en confiance aussi. Donc bon, voilà, maintenant j'attends impatiemment cet événement samedi en Irlande. Alors, il y a une hérédité chez les Yashvili. Votre père était international. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il a pris votre sélection aujourd'hui? Bien, il m'a déjà félicité. Il était très fier de moi. Maintenant, moi aussi, ça me fait très plaisir de pouvoir porter le maillot que lui a porté aussi. Donc c'est une motivation supplémentaire et je ferai le maximum pour pouvoir y rester. Alors, on vous connaît mal et je lis une de vos déclarations. Quand j'étais petit, je courais partout. À 7 ans déjà, j'avais une grande gueule sur le terrain. Ça n'a pas changé? Ben, je sais pas, mais bon, je joue un poste où il faut pas mal commander, pas mal parler. Donc je vais essayer encore une fois de faire mon maximum cette semaine pour commander cette équipe, annoncer tous les lancements et j'espère que ça paiera pour ce week-end. Bon, et ces Irlandais, ils vous font peur. Avec les Anglais, c'est l'équipe en forme du moment? Oui, c'est vrai que l'Irlande est la grosse équipe du moment. C'est une équipe très solide, très gaillarde, mais bon, on va les défier chez eux. On a pour objectif de gagner, donc on va tout mettre les choses de notre côté pour remporter ce match en Irlande. Eh bien, merci Dimitri Yashvili. On vous souhaite un très bon match à 16h, je crois, sur France 2, à suivre samedi prochain donc. Football, maintenant avec l'adieu à Albert Batteux. 400 personnes, dont plusieurs grands noms, lui ont rendu hommage à Mélan tout à l'heure, en Isère. Albert Batteux, je vous le rappelle, avait connu une carrière de joueur, puis d'entraîneur à Reims et à Saint-Étienne notamment. Les Verts qui font un grand retour au plus haut niveau ce soir, quart de finale de la Coupe de la Ligue face à Marseille, une grande affiche des années 70. Mais les Verts sont aujourd'hui en perdition, menacés de relégation en 3e division. Ce sera à suivre tout à l'heure sur France 2, un match événement. Avec vous, Christophe Josse, vous êtes à Geoffroy-Guichard. Est-ce qu'on retrouve un peu la fièvre des grands soirs dans le Chaudron? Un peu beaucoup, hein, cette enceinte formidable que l'on appelle le Chaudron ici, bien va rugir de plaisir dans quelques minutes maintenant à l'idée de vivre ce grand classique du football français, les deux plus beaux palmarès du football français, les deux clubs les plus populaires en France, qu'aujourd'hui ils sont séparés ces deux clubs par 33 clubs dans la hiérarchie du football français. Vous l'avez dit, si Saint-Étienne lutte pour ne pas descendre en national, en revanche Marseille joue le titre en championnat de France de Ligue 1, mais ces valeurs vont être nivelées, cette différence de valeur aujourd'hui va être nivelée dans ce stade grâce à ce public qui est toujours aussi fidèle ici à Saint-Étienne, qui est toujours aussi formidable et qui fait toujours autant de bruit. Oui, le Chaudron revit ce soir à l'occasion de ce Saint-Étienne-Marseille. À tout à l'heure Christophe, coup d'envoi à 21h. Pour terminer les 50 ans d'une idée qui a changé la lecture, le livre de poche, 18 millions d'exemplaires vendus chaque année. Geneviève Moll, Claude Barnier. Banal un livre de poche dans le métro et pourtant quelle aventure depuis 50 ans et avec quels avantages. C'est moins cher et parce que c'est pratique. Depuis le premier livre de poche en 1953 jusqu'au dernier aujourd'hui, il s'en est vendu en France 1 milliard d'exemplaires. L'inventeur de cette véritable maison d'édition est cet homme, Henri Philippaki, alors directeur des messageries Hachette. Son objectif, mettre la culture à la portée de tous dans des dimensions particulières. Des dimensions qui sont exactement celles de la poche revolver, de la tenue de combat des soldats américains. Henri Philippaki veut donner aux lecteurs les meilleures ventes au quart de leur prix 1 an après leur parution. Pour ce faire, il rachète des maisons d'édition. Ça a été les éditions Grasset en 1954, ça a été la librairie Artim Fayard qui avait un passé d'éditeur de grande diffusion en 1958, ça a été Stock en 1961, etc. Le succès est tel que 3 ans plus tard, Flammarion crée J'ai lu et en 1972, Gallimard invente Folio. L'intérêt, c'est de donner une deuxième vie aux ouvrages qui ont existé précédemment dans le fonds Gallimard et qui ont été publiés par la maison. Et c'est encore une fois de permettre au plus grand nombre d'acquérir ces livres dans leur deuxième existence. Aujourd'hui, tous les éditeurs ont leur collection de poches. Le poche qui pèse 1/3 du chiffre d'affaires de l'édition pour le plus grand bonheur des lecteurs.
Et pour information, qui sont les auteurs les plus vendus? Eh bien, regardez, Agatha Christie, plus de 40 millions de livres vendus depuis que le livre de poche existe, devant Émile Zola, Mary Higgins Clark, Hervé Bazin et Guy de Maupassant. Bonne lecture. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. C'est le printemps, 21 degrés à Biarritz. L'info sur France 2, 1h05, dernier journal, Laurence Piquet. Dès 6h30, Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Gilles Kepel, professeur à Sciences Po, spécialiste du monde musulman. Et on se quitte sur ces images de carnaval, non pas à Rio ou à Venise, mais à Binche, en Belgique. Ça fait 5 siècles que les Gilles défilent chaque année dans les rues. À demain.